Quelles sont les règles qui entourent le permis de conduire? Je conduis un véhicule, je peux transporter des enfants, je croise et je côtoie d'autres usagers, je vis avec d'autres personnes. Je suis donc responsable des actes que je commets et qui pourraient leur porter préjudice. D'une manière générale, le responsable est le conducteur du véhicule, auteur de l'infraction. Mais il y a des cas où le responsable pénal n'est pas toujours celui qui conduit. Par exemple, pour une infraction au stationnement, le procès-verbal est dressé à partir de l'immatriculation du véhicule et est donc adressé au titulaire de la carte grise. En tant que conducteur, ma responsabilité est pénale, civile et pécuniaire. Je suis responsable pénalement des infractions que je commets, amende, emprisonnement, retrait de points, suspension ou annulation du permis de conduire, travaux d'intérêt général, etc. C'est la responsabilité pénale. Je cause un dommage à autrui. Je dois réparer ce dommage en nature ou par le versement de dommages-intérêts. C'est la responsabilité civile. Titulaire du certificat d'immatriculation, je suis redevable pécuniairement, c'est-à-dire financièrement, de l'amende pour les infractions relatives à la vitesse, à la réglementation concernant l'arrêt et le stationnement des véhicules, aux distances de sécurité et sur l'usage des voies réservées, sauf si j'apporte la preuve que je ne suis pas l'auteur de l'infraction. L'amende forfaitaire est une procédure simplifiée qui s'applique à toutes les contraventions des 4 premières classes. Un avis de contravention est envoyé ou remis au conducteur, ou encore laissé sur le véhicule au moment de l'infraction, indiquant le montant de l'amende forfaitaire. Il existe 2 types d'infractions, les contraventions et les délits. Les contraventions sont jugées par le tribunal de police et sanctionnées par une amende. Il existe 5 classes d'amendes. L'amende forfaitaire peut être soit minorée, c'est-à-dire moins chère si je la règle dans les 3, 15 ou 30 jours, ou majorée, c'est-à-dire plus chère si je règle le paiement après 45 ou 60 jours. Trois cas de délai de paiement. 1. Procès-verbal donné par un agent. 2. Procès-verbal envoyé, dont radar automatisé. 3. Contrôle automatisé avec télépaiement ou timbre dématérialisé. Les délits sont des infractions plus graves que les contraventions et sont jugés par le tribunal correctionnel. Ils peuvent entraîner une peine de prison. Le juge peut aussi obliger à suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou à effectuer des travaux d'intérêt général par exemple. Des peines complémentaires peuvent accompagner les contraventions et les délits, comme la suspension du permis, l'immobilisation du véhicule, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, les travaux d'intérêt général, la peine de jour amende, l'obligation d'ajouter à son véhicule un éthylotest anti-démarrage, la confiscation obligatoire. Effectuer un travail d'intérêt général, c'est travailler gratuitement pour la société. Par exemple dans un service de blessés et traumatisés de la route ou au service d'une collectivité territoriale comme une municipalité. La peine de jour amende correspond au paiement d'un montant d'une amende par jour et pour un nombre de jours défini par le juge, et cela sur une durée maximale d'1 an. Le dispositif éthylotest antidémarrage EDA oblige le conducteur qui a fait l'objet d'une condamnation pour conduite en état d'alcoolémie à utiliser l'éthylotest électronique avant de pouvoir démarrer son véhicule. Le démarrage ne peut avoir lieu si l'éthylotest met en évidence un état alcoolique. L'objectif du permis à points, qui commence par une période probatoire, est de responsabiliser le conducteur. Le retrait de points doit être considéré comme un avertissement. Il répond à un objectif de prévention et de pédagogie en responsabilisant les conducteurs et en sanctionnant ceux qui ne respectent pas les règles. Le permis probatoire concerne tous les nouveaux titulaires du permis de conduire, auto, moto, poids lourd,
tous les conducteurs dont le permis a été invalidé par la perte totale des points ou qui ont été condamnés à une annulation du permis par un juge. Le permis de conduire est doté lors de son obtention d'un capital initial de 6 points. J'atteins 12 points après une période de 3 ans. 2 ans seulement si j'ai suivi la formation AAC et si je ne commets aucune infraction entraînant un retrait de points. Si aucun point n'est perdu, le capital sera de 12 points à la fin de la période probatoire. Mais si des points sont perdus durant cette période, le capital demeurera tel qu'il est à l'issue de la période probatoire. Exemple, je perds 2 points. Mon solde est donc de 4 points à la fin de la période probatoire. Et il restera à 4 points sur 12. Pour reconstituer alors mon capital, soit j'attends 3 ans suite à l'infraction, soit je suis un stage de récupération de points. Les conducteurs en période probatoire doivent apposer un disque A durant toute la période probatoire. Ils sont soumis aux limitations de vitesse propres à cette période durant 2 ou 3 ans. Pendant la période probatoire, si je perds 3 points ou plus, je dois suivre un stage de sensibilisation dans les 4 mois suivant la notification de perte de points. Ce stage permet aussi d'obtenir le remboursement de l'amende versée. Attention, cette formule ne fonctionne pas en cas d'invalidation du permis. Une seule infraction peut entraîner le retrait de 6 points, comme par exemple conduite sous l'emprise de l'alcool ou de drogue. Pendant la première année de la période probatoire, le retrait de 6 points entraîne l'invalidation du permis de conduire. Un conducteur commettant plusieurs infractions peut perdre au maximum 8 points en une seule fois. Lorsque le capital de points est épuisé, 0 points suite à plusieurs infractions additionnées, le permis est automatiquement invalidé pour toutes les catégories de permis que je possédais. Il n'est plus possible de suivre un stage pour regagner des points. Attention, conduire un véhicule malgré l'invalidation du permis est un délit. Je perds des points, mais je peux aussi en gagner. De manière simple. La méthode automatique ou le stage de récupération de points. La méthode automatique joue sur la patience et la bonne conduite du conducteur. Par exemple, je perds un point, je roule 6 mois sans autre infraction, sans perte de points, je récupère mon point perdu. Mais mon capital de points peut être aussi automatiquement porté à 12 points si je ne commets aucune infraction entraînant un retrait de points pendant une période de 3 ans. Cette période peut être réduite à 2 ans si les contraventions subies sont de 2e ou 3e classe. En période probatoire, quelle que soit la classification de l'infraction, le délai d'attente est de 3 ans. Tous les conducteurs dont le capital est passé à 6 points ou en deçà reçoivent un courrier recommandé leur proposant un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui permet de récupérer 4 points. Ce stage peut être effectué une fois par an. Un petit point sur le vocabulaire. La rétention du permis de conduire est la confiscation du permis par les forces de l'ordre pendant un délai de 72 heures. Passé ce délai, soit le tribunal prononce une suspension administrative, soit le permis est restitué. Lors de la rétention, si aucun autre conducteur ne peut conduire le véhicule, celui-ci est immobilisé. Suspension administrative, 6 mois maximum. Elle est prononcée par le préfet suite à une rétention. Suspension judiciaire, 3 ans maximum, elle est prononcée par le juge suite à une infraction. Le permis m'est restitué au terme de la durée de suspension. Si je perds tous mes points, mon permis est invalidé. Je n'ai plus le droit de conduire pendant une période de 6 mois, 1 an en cas de 2e invalidation dans les 5 ans. Je devrais repasser le permis. L'annulation est une décision judiciaire. Je n'ai plus le droit de conduire pendant la durée imposée par le juge. Je devrais repasser le permis pour pouvoir conduire à nouveau. Pour solliciter un nouveau permis ou la restitution de mon permis, je dois être reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique, à mes frais, bien sûr. En cas d'invalidation ou d'annulation, 2 cas de figure s'imposent. Premier cas, je suis en période probatoire, où l'annulation ou l'invalidation est supérieure ou égale à 1 an. Deuxième cas, je suis en dehors de la période probatoire, où l'annulation ou l'invalidation est inférieure à 1 an.
Premier cas, je dois repasser les épreuves théoriques et pratiques, code et conduite. Deuxième cas, je dois repasser l'épreuve théorique seulement. Premier cas, période probatoire de 3 ans, capital 6 points. Deuxième cas, période probatoire de 3 ans, capital 6 points. Premier cas, disque A et restriction de vitesse identique à celle des conducteurs en période probatoire. Deuxième cas, pas de disque A, pas de restriction de vitesse particulière. Aujourd'hui, le permis à points est rentré dans les habitudes de conduite des automobilistes, et malgré les protestations de certains, c'est une réussite globale. En 2010, un peu plus de 10 millions de points ont été retirés. 85 700 permis de conduire ont été invalidés. Le nombre de permis rétablis est de 27% supérieur aux permis invalidés. La Gendarmerie nationale comptabilise 100 000 cas de conduite sans permis sur les bases des contrôles effectués. Les assureurs évaluent le nombre de conducteurs sans permis à 300 000. Aujourd'hui, on entend n'importe quoi autour du permis à points, et ses détracteurs utilisent des lieux communs comme « on n'est plus libre de conduire »,« des centaines de milliers de gens n'ont plus de points ». Ces arguments ne tiennent absolument pas au regard des chiffres objectifs. En France, 40 millions de conducteurs représentent un potentiel de 480 millions de points. 10 millions de points ont été retirés, soit environ 2%, c'est-à-dire pas grand-chose. 75% des conducteurs ont leurs 12 points. 95% des conducteurs ont 10 points et plus. On voit par là que les pertes de points sont attribuées à très peu de conducteurs, souvent des conducteurs peu respectueux des règles. Combien le permis à points a-t-il permis de sauver de vies? Depuis son instauration, le permis à points a sauvé plus de 25 000 vies et évité autant de handicaps graves, soit environ 2 000 vies et 2 000 handicaps par an. 2 chiffres pour finir. On dit que les radars sont une pompe à fric pour l'État. Ils rapportent bon an mal an près de 600 millions d'euros. Combien coûtent les accidents matériels? 13 milliards d'euros. Si on ajoute les accidents corporels avec les blessés graves et les morts, l'insécurité routière coûte en France chaque année environ 25 milliards d'euros. Certes, les radars rapportent de l'argent, mais ils permettent surtout de diminuer sensiblement les conséquences de l'insécurité routière. Pour l'obtention du permis de conduire, je dois signer une déclaration sur l'honneur et signaler l'existence d'une infirmité ou d'une maladie incompatible avec la conduite. Dans certains cas, je devrais me présenter devant la commission médicale du permis de conduire, qui décidera de délivrer ou non une autorisation et du code inscrit sur mon permis de conduire. Un exemple de restriction, le code 01, dispositif de correction et ou de protection de la vision, apposé sur le verso de mon permis, indique que je dois conduire avec des verres correcteurs adaptés à ma vue, lunettes ou verres de contact. L'acuité visuelle minimale exigée pour l'obtention ou le maintien du permis B est de 5/10 pour l'ensemble des 2 yeux. Si un œil a une acuité nulle ou inférieure à 1/10, l'autre œil doit avoir au moins 5/10. Les fonctions visuelles sont testées s'il y a lieu avec correction optique. L'épreuve pratique du permis B peut être passée sur un véhicule muni d'un embrayage automatique. Le permis n'est alors valable que pour ce type de véhicule. La restriction est mentionnée sur le permis. Si je conduis un véhicule alors que une ou plusieurs restrictions sont mentionnées, mais que je ne les respecte pas, je peux être sanctionné par une amende de 4e classe, un retrait de 3 points et une immobilisation du véhicule. Si pour la vue, tout le monde sait à peu près ce qu'il en est, ce n'est pas le cas pour un grand nombre d'affections, de maladies qu'on ignore. Atteint d'une affection pouvant constituer un danger pour moi-même ou les autres usagers, je pourrais être amené à interrompre temporairement la conduite jusqu'à l'amélioration de mon état de santé. Parmi ces maladies, il faut citer les pathologies cardiovasculaires, les altérations visuelles, l'otorhinolaryngologie, les pneumologies, les pratiques addictives comme l'alcool ou la drogue, la neurologie, la psychiatrie, l'appareil locomoteur. Autant d'affections
qui peuvent entraîner une restriction temporaire ou définitive du permis de conduire ou nécessitent une adaptation du véhicule. Porteur d'une de ces maladies, je dois me présenter spontanément devant la commission médicale. 2 cas parmi bien d'autres, l'hypertension et le diabète. L'hypertension artérielle touche plus de 14 millions de personnes en France. Elle favorise l'infarctus du myocarde et les attaques cérébrales, AVC. Selon son niveau, le risque de perte de connaissance au volant est important. 3 millions de personnes sont diabétiques en France. Même sous traitement, le risque d'hypoglycémie existe toujours. L'hypoglycémie réduit la capacité de concentration et le temps de réaction du conducteur. Dans ses formes les plus graves, le conducteur peut perdre le contrôle de son véhicule. Un conducteur qui conduit en connaissance d'une maladie qui pourrait le mettre ou mettre les autres usagers en danger s'expose à de graves conséquences en cas d'accident. Non-couverture par l'assurance, par exemple. C'est à moi de prendre les dispositions nécessaires pour ne pas devenir un danger. Arrêt momentané de la conduite, consultation d'un spécialiste, aménagement du véhicule, prise de transport en commun quand c'est possible. L'accident n'a rien à voir avec la fatalité, ni avec le « c'est comme ça ». Pas de Deus ex machina, mais une suite de causes et de risques pris qui viennent s'accumuler jusqu'à l'accident. Le comportement bon ou mauvais du conducteur est en cause dans 92% des accidents. Et 60% des tués ne sont pas responsables de l'accident, ce sont des piétons, des passagers ou d'autres conducteurs. L'alcool est présent dans 31% des accidents mortels sur route. Cependant, 85% des accidents dus à l'alcool sont des buveurs occasionnels, des buveurs du samedi soir. À jeun toute la semaine, déchiré le week-end, mort le dimanche. Quel beau programme! La vitesse est un facteur particulier d'accident, dans la mesure où elle est pratiquement toujours présente dans une collision, que ce soit une vitesse inappropriée aux circonstances ou un excès de vitesse. Le défaut du port de la ceinture de sécurité est présent pour 22% des tués en voiture. Depuis des années, le port de la ceinture de sécurité a permis de faire baisser la gravité et la mortalité dans les accidents de la route. Les chances de survie lors d'un accident corporel sont nettement plus importantes lorsqu'un conducteur est ceinturé. Seuls 1,7% des conducteurs ceinturés meurent dans un accident dans lequel ils sont impliqués, contre 17,5% pour les conducteurs non ceinturés. Le facteur fatigue-somnolence apparaît dans 8% des accidents mortels sur l'ensemble du réseau et atteint même 18% sur les autoroutes. Je dois penser toujours à mon état de fatigue avant de prendre la route. Le mobile, quant à lui, apparaît dans 25 à 50% des accidents corporels. Le kit main libre ne change pas le problème, puisque l'inattention et la distraction sont présentes. Comme pour l'alcool, pas de mobile au volant. Que faire en cas d'accident? En cas d'accident corporel, tout usager arrivant le premier sur les lieux doit s'arrêter pour porter secours. PAS. Protéger, alerter, secourir. Tout d'abord, je dois protéger les lieux de l'accident pour éviter le suraccident. Je me range pour ne pas constituer un risque supplémentaire et pour laisser les secours accéder. J'enfile mon gilet haute visibilité avant de sortir de ma voiture. Je coupe le contact des véhicules. S'il y a un risque d'incendie, je débranche aussi les fils de la batterie. Bien évidemment, je ne fume pas. Je balise les lieux de l'accident dans les deux directions. En allumant les feux de détresse, en plaçant des triangles de présignalisation qui doivent être placés à 30 mètres au moins avant l'accident pour être vus des autres usagers. En cas d'incendie, j'utilise un extincteur en le dirigeant sur la base des flammes. Faute d'extincteur, j'étouffe le début d'incendie avec du sable, de la terre ou une couverture, mais pas avec de l'eau. Le plus simple, la borne d'appel d'urgence. En appuyant sur le bouton, elle me met en relation avec le gestionnaire de l'autoroute ou les services de secours de garde. Je donne tous les renseignements que je peux fournir, notamment sur la localisation de l'accident, mais je ne coupe pas la conversation tant que je n'y ai pas été invité. Les autres moyens d'alerte à partir d'un téléphone, le 15, le SAMU, le 17, la police ou la gendarmerie, le 18, les pompiers. Avec un mobile, je compose le 112, le numéro d'appel unique européen.
Dans tous les cas, je donne le lieu exact de l'accident, le nombre et l'état des victimes et précisant s'ils sont incarcérés ou non, le nombre et le type des véhicules. Un véhicule lourd peut être porteur de matières dangereuses et constituer un danger supplémentaire. Les dangers particuliers, risques de noyade, d'incendie, d'électrocution. Je ne raccroche pas sans y avoir été invité. En règle générale, je me dois d'assister les victimes de l'accident en évitant le plus possible d'aggraver leurs blessures. Je ne donne pas à boire, ni eau ni autre chose. Je ne déplace pas une victime, sauf s'il y a un danger immédiat. Je ne retire pas le casque d'un motard. Mais je couvre une victime pour ne pas l'exposer au froid ou à la pluie, et je la réconforte en lui parlant. Pour agir plus efficacement, je dois suivre une formation au premier secours, PSC1, Prévention et Secours civiques de niveau 1, qui est prodiguée par de nombreuses associations agréées comme la Croix-Rouge, la Protection civile, la Fédération française de sauvetage et de secourisme, FFSS, et bien d'autres encore. Chaque année en France, il se produit environ 2 millions d'accidents matériels. Le coût de ces accidents est estimé à 13 milliards d'euros. Un accident matériel, c'est de la tôle, et c'est tout. Donc, je ne me fâche pas, je reste calme et courtois. Le moyen le plus simple pour régler un accident matériel est d'utiliser le formulaire du constat amiable. Un constat amiable bien rempli accélère le traitement du sinistre et évite les déconvenues. Tout d'abord, je remplis les rubriques concernant la date, le lieu, les blessés, et sans oublier de préciser la présence ou non de témoins. Ensuite, chaque conducteur remplit les rubriques dans les colonnes A ou B. Ce sont les rubriques concernant l'assuré, le véhicule, la société d'assurance et le conducteur. Le fait de remplir du côté A ou du côté B n'a aucune importance. Les rubriques 10 et 11 indiquent le point de choc et les dégâts apparents. La rubrique Observation permet de notifier ce qui n'est pas prévu par les circonstances. La rubrique 12 est très importante. Elle précise les circonstances de l'accident. Chaque conducteur met une croix correspondant aux manœuvres du véhicule. Attention, n'oubliez pas d'inscrire dans la case numéro 18 le nombre total de cases cochées. Le croquis de l'accident doit être le plus précis possible. Sachez qu'en cas de contradiction entre les circonstances et le croquis, les croix cochées dans les cases ont plus de valeur. Chaque conducteur signe le recto du constat. Après la signature, plus rien ne peut être modifié. Je remplis seul ma déclaration au verso du constat et je transmets le document dans les 5 jours ouvrés à mon assureur. Pour un vol, le délai est de 2 jours. Le constat amiable est identique dans chaque pays de la communauté européenne, seule la langue change. En cas de carambolage, il faut remplir un constat avec chaque véhicule impliqué. Si l'autre conducteur refuse de le signer, j'envoie néanmoins le constat amiable, rempli et signé par mes soins, à mon assureur. Je note l'immatriculation du véhicule, les informations du certificat d'assurance, et j'essaie d'obtenir les coordonnées de témoins éventuels. Je n'ai pas de constat amiable dans ma voiture, et manque de chance, la personne avec qui j'ai eu l'accident non plus. Rien de plus simple. Je peux remplir le constat sur un papier libre et donner tous les renseignements utiles, comme pour le constat standardisé.